Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Le Code du tourisme fixe les règles de l'organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Chaque mois, avec Chloé Rezlan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Chloé, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour François, je vais bien et toi? Ça va. On va parler d'un sujet qui des fois peut fâcher, parce que ça met les personnes, les voyageurs dans des conditions de stress désagréables. Ouais. On sait quand même que les vacances, c'est un investissement, c'est des économies, etc. Et puis que les gens recherchent souvent à voyager dans les meilleures conditions possibles. Et donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est justement de partager, d'échanger sur les situations d'annulation ou de retard quand on voyage en avion. Comment ça se passe, quelle est la réglementation, etc. Parce que je pense que dans les auditeurs, nombreux ont vécu des expériences qui ont été plutôt négatives, même qui ont laissé des sentiments de se dire, j'ai perdu beaucoup, ça a affecté mes vacances, ça a affecté mon voyage, ça a affecté aussi mon portefeuille. Et donc, je ne sais pas forcément qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me retourner, à qui je dois m'adresser, comment ça marche. Ouais. Hein? Je comprends bien. C'est un sujet assez brûlant depuis maintenant quelques temps. Il y a eu le Covid et puis il y a beaucoup l'aérien aujourd'hui qui occupe énormément les acteurs du secteur, comme les consommateurs d'ailleurs. Donc c'est vraiment un sujet au cœur de l'actualité, surtout avec toutes les grèves qu'on a pu constater, notamment en France, ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui de fait ont énormément perturbé le trafic aérien, mais pas que, mais beaucoup le trafic aérien aussi. Et donc c'est vrai que c'est un sujet dont on doit parler, puisqu'il est encore une fois au cœur de pas mal de questionnements d'acteurs au cabinet. Moi, c'est vraiment des questions qu'on a très régulièrement. Qu'est-ce que doit faire la compagnie aérienne? Qu'est-ce que doit faire le voyageur? Qu'est-ce que doit faire l'agence de voyage quand il y en a une? Qui a droit à quoi? Dans quelles conditions? Comment le réclamer? Et donc, c'est effectivement important d'en parler. Alors, dis-moi, moi, de mon expérience personnelle, j'ai eu les deux cas. Un cas où j'ai été vraiment accompagné par la compagnie aérienne, et puis des cas où je n'ai pas du tout été accompagné. Est-ce qu'il y a justement des obligations, une réglementation claire et précise qui explique très clairement les obligations d'une compagnie aérienne dans des situations comme celle-ci?
Oui, il y a des obligations qui sont très claires et très précises, qui ont été prises à l'échelle européenne, hein, puisque c'est essentiellement un règlement auquel on fait tout le temps référence, un règlement européen qui s'appelle le 261/2004 dans le jargon. Et donc, il y a des règles à respecter par les transporteurs aériens en cas d'annulation de vol, de retard de vol ou bien de refus d'embarquement. Donc, on va pas toujours avoir les mêmes obligations en fonction des cas de figure. C'est pour ça que c'est important de bien la comprendre, cette réglementation, pour savoir qui a le droit à quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de demander une indemnisation à laquelle on n'a pas droit, ça sert à rien. Mais par contre, il y a des cas de figure où très clairement, on peut prétendre à quelque chose, à être réparé, puisque effectivement, comme tu le disais, hein, c'est de l'inconfort. Donc, arriver 3 heures en retard ou 4 heures en retard ou voir son vol annulé, c'est du stress, c'est de l'inconfort. Et donc, le législateur européen a décidé d'adopter un texte qui viendrait uniformiser ce à quoi ont droit les passagers dans des situations comme celle-ci. Donc, il faut distinguer 3 obligations majeures des compagnies aériennes, des transporteurs, quand il y a un retard ou une annulation de vol. La première obligation majeure, c'est ce qu'on appelle l'obligation d'assistance. L'obligation d'assistance, c'est tout simplement le fait d'offrir le choix aux passagers, quand il y a une annulation, par exemple, entre le remboursement du billet, de dire bon bah vous ne partez plus donc je peux vous rembourser, ou un réacheminement vers sa destination dans les plus brefs délais ou ultérieurement. C'est-à-dire que le passager est censé pouvoir choisir, bah ok, il y a un vol dans 3 heures, je prends ensuite dans 3 heures, ou de demain, ou ça sert à rien, donc je préfère être remboursé. Donc ça, c'est la première obligation, évidemment. La deuxième, c'est la prise en charge. Et c'est un peu le corollaire, c'est-à-dire que quand il y a un retard très long qui implique de passer la nuit sur place ou une annulation avec un vol nouveau le lendemain, par exemple, il faut que le passager puisse dormir dans un lit, dans un hôtel. Il ne s'agit pas de dormir sur les bancs de l'aéroport, hein, normalement. Et donc, c'est à la compagnie aérienne, c'est au transporteur aérien effectif de prendre en charge la nuitée d'hôtel ou les nuitées d'hôtel. Parce que moi, on a eu des cas de figure où il y avait 2, 3 nuits parfois d'attente avant le prochain vol. Dans certaines circonstances, quand le transporteur peut pas faire autrement, et ben les 3 nuits doivent être prises en charge par le transporteur aérien, ainsi que des rafraîchissements, la possibilité de se restaurer et si besoin le transport aussi entre l'hôtel et l'aéroport, parce qu'il va falloir y aller à l'hôtel puis revenir à l'aéroport, reprendre son vol. Et tout ça, c'est pris en charge normalement immédiatement par la compagnie aérienne. Il y a de rares cas de figure, parce que normalement ça c'est des obligations qui sont plutôt respectées, mais on peut voir des cas de figure où certaines compagnies ne respectent pas ces obligations-là et disent par exemple aux passagers, vous vous débrouillez, vous trouvez un hôtel à vos frais. Non, à partir du moment où il y a une annulation ou un retard important, c'est à la compagnie de prendre en charge ces frais-là. Et la troisième obligation, dans certains cas, c'est l'obligation d'indemnisation. On parle beaucoup de cette indemnisation forfaitaire hein, qui commence à être pas mal connue des passagers et donc c'est le fait que les passagers aient le droit de recevoir une indemnisation en fonction de la distance parcourue par le vol annulé ou retardé. Il faut savoir quand même qu'à la base, petit aparté quand même, dans le texte, si vous êtes curieux ou curieuse et que vous avez envie d'aller voir directement la source du règlement, le texte prévoit absolument pas d'indemnisation en cas de retard. En fait, à la base, en cas de retard, on avait le droit à l'assistance, à la prise en charge, mais pas à être indemnisé. C'était que en cas d'annulation. Ce qui s'est passé, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne a considéré, donc c'est vraiment une décision de justice qui est venue modifier un petit peu le règlement, que le fait d'avoir plus de 3 heures de retard, c'était finalement comme avoir un vol annulé en termes d'inconfort. Et donc, qu'un passager ayant plus de 3 heures de retard devait pouvoir prétendre aussi à une indemnisation forfaitaire. D'accord ? Donc maintenant, c'est dans les 2 cas de figure. Alors, tu dis que c'est une décision juridique de la Commission européenne. La Cour de justice. La Cour de justice européenne. Donc, Ouais. ma question par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose qui s'applique uniquement en Europe ou qui peut s'appliquer aussi sur d'autres vols en dehors de l'Europe ? Alors, c'est une très bonne question. J'aurais dû commencer par là. Le champ d'application, ce qu'on appelle le champ d'application du règlement, donc savoir quand est-ce qu'il s'applique et quand est-ce qu'on peut prétendre à disposer et à bénéficier de ces règles-là, c'est soit quand le vol est au départ d'un pays situé dans l'Union européenne. Donc à partir du moment où on part d'un aéroport situé dans l'Union européenne, il s'applique. Donc on a le droit
potentiellement à l'indemnisation, à la prise en charge et à l'assistance. Et sinon, quand c'est un vol qui est au départ d'un État tiers, donc en dehors de l'Union européenne, donc admettons je pars de Tokyo et je vais vers Paris ou Madrid ou Rome, et bien là, dans ce cas-là, c'est uniquement si le transporteur est ce qu'on appelle un transporteur communautaire, donc de l'Union européenne. Donc, si vous avez une compagnie européenne qui effectue ce vol-là, il n'y a pas de problème, il s'applique, même si vous partez d'un État en dehors de l'Union européenne. Par contre, si c'est une compagnie japonaise, pour reprendre cet exemple-là, qui n'a pas du tout d'établissement en France ou dans l'Union européenne de manière plus générale, et ben là, le règlement s'appliquera pas dans ce cas-là. Donc, ça vaut le coup de connaître quand même juste cette règle-là, parce que si jamais vous hésitez à un moment donné entre une compagnie européenne et pas européenne, bah vous savez quand même que vous êtes bien mieux protégé si votre compagnie, en tout cas au retour, elle est transporteur communautaire. Très bien. Je suppose que comme dans les contrats d'assurance, il y a des clauses qui sont extraordinaires, dans tous les sens du terme, hein, et qui disent bah là, ce n'est pas applicable dans ce cas précis. Est-ce que c'est comme ça que ça marche aussi? Alors, c'est pas exactement comme ça dans le sens où le règlement est très précis. Donc, un transporteur aérien peut pas, par exemple, mettre dans ses CGV moi je décide que le règlement il s'applique pas ou il n'y a pas de droit à indemnisation dans tel ou tel cas de figure. Par contre, le règlement lui-même prévoit des cas où ça s'applique pas. Déjà, il faut comprendre qu'on n'a pas le droit à une indemnisation pour toutes les annulations. Le règlement, il prévoit dans son article 5 que l'indemnisation, c'est uniquement déjà si on est sur une annulation qui nous a été notifiée moins de 2 semaines avant l'heure de départ prévue. Donc, si on est prévenu un mois avant, pas d'indemnisation. On sera remboursé du vol ou alors on nous proposera un autre vol, mais pas d'indemnisation forfaitaire. Pas non plus... alors, si, il y a aussi un droit à indemnisation quand on est prévenu un peu plus tôt, mais dans des conditions spécifiques. C'est-à-dire que si le transporteur prévient moins de 7 jours avant le départ, donc on est à moins d'une semaine du départ, il faut que le transporteur offre un réacheminement qui permet de partir au plus tôt 2 heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre la destination finale au plus tard 4 heures après l'heure d'arrivée prévue. Donc en gros, comment raisonne le législateur européen, c'est si on est prévenu tardivement de l'annulation du vol, mais qu'on propose un autre vol qui permet de partir pas trop avant et d'arriver pas trop après, il n'y a pas d'indemnisation. D'accord. D'accord. Et si c'est moins de 7 jours avant, l'annulation est notifiée moins de 7 jours avant le départ, là il faut carrément qu'on parte pas plus tôt que 1 heure plus tôt, donc on pourra partir 1 heure avant et arriver 2 heures après ou plus tard. Donc il y a vraiment cet encadrement de quand est-ce que le passager est prévenu et en fonction de quand est-ce qu'il est prévenu, qu'est-ce qu'on lui propose et est-ce qu'on lui propose quelque chose qu'on estime raisonnable en termes de désorganisation. On estime qu'arriver 2 heures en retard et partir 1 heure plus tôt, c'est raisonnable si on a été prévenu dans les 7 jours. Donc dans ce cas-là, pas d'indemnisation. Dans les autres cas, indemnisation. Pas d'indemnisation non plus si l'annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la compagnie aérienne. Alors, la question à 1 million, c'est quoi une circonstance extraordinaire? Et je te pose la question, est-ce que tu peux imaginer des cas... Une tempête? Dans certains cas, une tempête. Donc, par exemple, une grosse tempête de neige absolument pas prévue. Pourquoi pas? Attention quand même parce que les conditions météo, le fait qu'il neige, qu'il pleuve un peu fort, etc. et qui fait que du coup on a des transporteurs qui annulent des vols, c'est pas forcément une circonstance extraordinaire. Il faut que l'aéroport il ait demandé une réduction du planning des vols ou que ce soit d'une violence particulièrement importante. Voilà. Donc c'est pas juste s'il a plu. Par exemple, l'éruption du volcan qu'il y avait eu en Islande, etc. Totalement. Exemple typique de circonstance extraordinaire, absolument. Hein? Il y a ça.
Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Eh ben justement, tu parlais en intro des grèves. Est-ce que Ouais. les grèves font partie de ça ou pas? À ton avis, est-ce que tu dirais, toi, que c'est une circonstance extraordinaire, le fait qu'il y ait des grèves? Bah, par rapport, logiquement, les grèves sont assez annoncées à l'avance, quoi. Ouais, Euh, c'est vrai. donc, je suis pas sûr parce que par rapport à la situation qu'on vit dans le pays actuellement, je veux dire, on sait pratiquement une semaine à l'avance quels jours vont avoir lieu ces grèves et on peut imaginer les impacts justement sur les différents transports et donc Mm. s'organiser en conséquence. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit applicable. C'est un très bon raisonnement. C'est un très très bon raisonnement. C'est pas exactement celui qu'a la Cour de justice de l'Union européenne pour l'instant, mais ça pourrait évoluer. Pour l'instant, ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne, qui s'est prononcée plusieurs fois sur les cas des grèves, ce que j'en retiens comme substance, c'est que quand c'est une grève interne, donc vraiment du personnel navigant de la compagnie aérienne, c'est pas une circonstance extraordinaire. Même si c'est une grève sauvage, c'est-à-dire même si c'est une grève qui n'a pas été annoncée, on a même des décisions où c'est la société, le personnel de la société mère qui fait grève en soutien à une filiale, alors même que la filiale avait trouvé avec ses salariés un accord, mais que du coup la société mère était pas au courant. Enfin, même si vraiment finalement le transporteur peut pas faire grand chose dans ce cas-là, puisque là c'était sa filiale, c'était. Bah, à partir du moment où on considère que c'est suffisamment en interne, c'est pas une circonstance extraordinaire. Donc, une grève interne du personnel de la compagnie ne permet pas au transporteur de s'exonérer de son obligation d'indemniser. D'accord? En D'accord. revanche, quand c'est externe, donc typiquement contrôleur aérien ou personnel de sécurité à l'aéroport qui fait qu'il y a du retard, etc. Ça, pour l'instant, la Cour de justice de l'Union européenne considère que c'est externe et que du coup, il n'y a pas de prise possible du transporteur. Maintenant, ce que tu dis est juste, c'est-à-dire que quand on est sur une situation comme aujourd'hui, où les grèves sont extrêmement récurrentes, où on s'y attend, où on est prévenu suffisamment à l'avance et que voilà, ça dure, c'est pas impossible que la Cour de justice de l'Union européenne dise bon bah dans ce cas-là, c'est plus extraordinaire. En fait, ça c'est extraordinaire, mais la compagnie peut prendre des mesures. Donc, Mm. pour pouvoir ne pas payer l'indemnisation, la compagnie doit à la fois montrer que c'était extraordinaire et qu'elle aurait rien pu faire. C'était absolument pas en son pouvoir d'empêcher l'annulation ou de trouver une solution alternative convenable. Et donc ça, effectivement, quand t'es prévenu une semaine à l'avance, c'est difficile de le justifier, de dire j'ai rien pu faire. Ouais. Donc tu as raison. Dans les circonstances extraordinaires, on a la foudre qui frappe l'aéronef, on a ce qu'on appelle la collision aviaire. Donc il arrive plus que ce qu'on peut imaginer que des oiseaux se prennent dans les réacteurs ou frappent l'aéronef. Et du coup, bah, évidemment, faut atterrir, faut faire des inspections et donc on perd du temps, on est en retard. Et donc la compagnie, là encore, doit démontrer qu'elle a fait tout en son possible pour faire partir l'aéronef le plus vite possible ou mettre les passagers sur un autre vol, etc. Mais en théorie, c'est quand même une circonstance extraordinaire. Alors, dans le cas d'indemnisation, je vais pas y arriver. Dans le cas d'indemnisation, Ouais. ben, y a deux options. Soit que j'ai réservé mon billet avec la compagnie aérienne directement, ou soit que je suis passé par un voyagiste. Oui. Comment dire, ben, je pense que c'est assez facile. Quand tu as réservé avec la compagnie aérienne, tu parles avec eux. Oui. Mais quelle est la responsabilité du voyagiste si tu as réservé par un voyagiste? Alors ça, c'est vraiment un sujet hyper important et totalement d'actualité. Parce que les voyagistes sont quand même beaucoup en difficulté avec les différentes annulations de vol. Tu le sais, François, puisqu'on l'a déjà dit dans nos épisodes, les voyagistes, les opérateurs de voyage et de séjour, ils sont ce qu'on appelle responsables de plein droit. Donc à partir du moment où ils ont vendu dans un forfait du transport aérien notamment, ils sont responsables de la bonne exécution de ce service. Donc s'il y a une annulation et qu'il faut reprendre un vol ou que tout le séjour doit être annulé parce que malheureusement le client n'a pas pu partir, il va devoir rembourser le client. Sauf que le voyagiste peut ensuite se retourner contre la compagnie aérienne si cette compagnie a commis une faute. Donc typiquement, si elle n'a pas respecté ses obligations, si elle n'a pas proposé un réacheminement alors qu'elle aurait pu, et ben là il va y avoir une action qu'on appelle récursoire du voyagiste contre la compagnie aérienne. Donc ça c'est sur le remboursement du séjour et du billet. Par contre,
ce règlement-là dont on parle depuis quelques minutes, 261/2004, il ne s'applique qu'entre le passager et la compagnie. C'est-à-dire que le passager ne peut pas demander l'indemnisation forfaitaire, qui est donc de 250, 400 ou 600 euros en fonction de la distance parcourue, à son voyagiste. Il ne peut la demander qu'à la compagnie aérienne. C'est vraiment une relation très exclusive. C'est pas au voyagiste d'avancer ces sommes-là. C'est vraiment que la compagnie qui y est tenue. Donc il y aurait d'un côté demander le remboursement par exemple du séjour au voyagiste et de l'autre l'indemnisation forfaitaire directement à la compagnie aérienne qui est la seule à pouvoir la verser. D'accord. Et ensuite, les délais de remboursement, ça se passe comment? Il y a des obligations ou quoi que ce soit? Parce que moi, j'ai vécu de mon expérience un remboursement pratiquement immédiat. Oui. Comme j'ai entendu des histoires où les remboursements prenaient un temps incroyable, est-ce qu'il y a des obligations de part et d'autre? Oui, dans l'article 8 du règlement, donc dans l'obligation d'assistance, lorsqu'il y a un remboursement, c'est un délai de 7 jours normalement dans ce règlement. En droit français, de manière générale, que ce soit le code du tourisme ou le code de la consommation, c'est plutôt 14. Là, c'est 7. Donc c'est un délai qui est court. Sauf que, notamment avec le Covid, évidemment, les compagnies croulent sous les demandes de remboursement et d'indemnisation. Et du coup, on voit des cas où ça peut prendre des mois, voire des années. Et comment on fait alors pour gérer ça? Parce que dans certains cas, ça peut être des sommes conséquentes. Oui. La personne qui a mis cet argent de côté pour des vacances ou quoi que ce soit se retrouve plutôt handicapée financièrement. Bah oui, on a assez démunis parce qu'on peut généralement pas repartir si on n'a pas été remboursé de son premier voyage. C'est compliqué. Et donc, il faut faire des réclamations. Hein. Donc, généralement, chaque compagnie a sa propre procédure de réclamation. Elle doit évaluer si oui ou non il y a un droit à indemnisation, puisqu'il n'y a pas toujours droit à indemnisation. Si le vol n'a pas été opéré parce qu'il a été annulé par la compagnie, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a une obligation de remboursement, par contre. Et ensuite, c'est insisté. Et il y a des cas de figure où ça se passe très bien et ça va vite, et d'autres où ça devient contentieux, malheureusement, et où ça va devant les juridictions. Il faut savoir que aujourd'hui, par exemple en région parisienne, puisque c'est là que j'exerce le plus, il y a certaines juridictions qui ont toutes les 2 semaines une audience dédiée à ces sujets. Tous les mardis à Ivry-sur-Seine, alors je sais pas si c'est encore le cas là, mais toutes les 2 semaines à Ivry, il y a 2-3 heures consacrées uniquement à la question de l'indemnisation en application de ce règlement. Et pareil dans d'autres tribunaux type Aulnay-sous-Bois, etc. Il y a pas mal de tribunaux qui ont beaucoup de demandes sur ce point-là. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça va nous aider. Ça va nous aider à comprendre un peu la situation et comprendre où se diriger et comment réagir et agir. Parce que la plupart du temps, quand même, il y a aussi les frustrations qui sont liées à une incompréhension des situations. Oui. Et donc, ça met le voyageur dans une position d'inconfort supplémentaire en plus. Tout à fait. Et même les professionnels, c'est que finalement, à force d'échanger et d'être beaucoup interrogés sur ces sujets, les professionnels ont parfois tendance à pas savoir qui a quoi comme obligation vis-à-vis du voyageur. Donc, les agences de voyage, les voyagistes doivent être très fermes et au clair sur le fait qu'eux ne doivent pas l'indemnisation forfaitaire. Qu'en revanche, malheureusement pour eux, dans certaines situations, il faut rembourser le client, il faut trouver une solution de réacheminement parce que s'ils lui trouvent pas une solution de réacheminement, ils vont devoir rembourser la totalité du package, ce qui est un manque à gagner qui est terrible. Et ensuite, le recours ou pas contre les compagnies aériennes en fonction de est-ce qu'elle a commis une faute, est-ce que c'était une circonstance extraordinaire ou pas. Donc c'est important de comprendre quand même toutes ces obligations, comprendre ce texte pour savoir à la fois côté voyageur, côté voyagiste, côté compagnie aérienne, ce qu'on a le droit de faire, pas faire et comment. Super. Merci beaucoup, Chloé. Merci. On se retrouve le mois prochain. Comme d'habitude. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.